pourquoi? Tu sais, pourquoi ça peut pas être simple? Pourquoi? C'est quoi le bordel là? Bon. Tout le monde est comme... C'est ces moments-là, j'adore. Et c'est là où j'arrive avec des perruques, j'arrive avec des playlists. Colombe, qu'est-ce que tu fous? Tu sais, les gens, quand ils vont, voyons, c'est quoi qui se passe? Oh, ça me fait rire. Ça vous plaît, ça? Est-ce que vous trouvez ça logique? C'est mon papa. Bonjour à tous, je suis Luc, bienvenue sur la chaîne Coco. C'est une joie, comme toujours, pour moi de vous retrouver dans ce beau loft de l'avenue des Ailes. Alors, c'est une occasion passionnante de découvrir une personnalité au parcours de vie exceptionnel, une personnalité très inspirante de par sa vision, son vécu, ses qualités d'être et la mission, parfois incroyable et dans ce cas-là même étonnante, qu'elle a accepté de relever pour nous. Aujourd'hui, on s'envole en direction de la gastronomie à la rencontre d'une rebelle chef de la mer et de ses fruits, d'une battante sirène au grand cœur d'oxygène. Fille de l'île Biquette, c'est avec le Saint-Laurent qu'elle voulut marier son restaurant. Celle qui n'avait jamais eu peur du loup se fit pour nous moitié Jeanne d'Arc, moitié activiste du loup. Colombe, hissée au sommet de son phare, pour vanter avec fierté les richesses du terroir, elle est aujourd'hui la gardienne des habitants du pays, tel Saint-Pierre, pour protéger les portes de leur paradis. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir le chef Colombe Saint-Pierre. Bienvenue à vous, Colombe. Mais quelle introduction! J'étais pas prête. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous accueillir, chef Colombe. Alors, on dit comment? On dit chef, on dit Colombe, on dit quoi? Bon, écoutez, moi, je suis assez ouverte, hein, comme vous avez pu le constater avec une telle introduction. Chef, c'est d'usage aujourd'hui, si c'est au féminin, de mettre un FE à la fin. FE. Eh bien, en tout cas, bienvenue à vous, Colombe, et chef dans la chaîne Coco. Et j'avoue que vous êtes la première personne à être avec un nom d'oiseau. Donc, bienvenue au premier oiseau. J'espère que ça va vous augure, j'en suis certain d'ailleurs. Voilà, c'est aussi mon premier chef rebelle des arts de la table et puis activiste de surcroît. Alors, petit message aux youtubeurs, je vous en parlais tout à l'heure, Colombe, et j'en reparle aux youtubeurs maintenant. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous propose une petite surprise, quelque chose que j'ai découvert sur Colombe qui devrait beaucoup l'étonner. En tout cas, pour l'émission, puisque c'est un petit peu la tradition, je propose d'abord de retracer en quelques mots ce que le parcours de Colombe a de beau. Alors, Colombe, vous êtes né sur une île, l'île Biquette, au large du parc de Bic, dans l'estuaire du Saint-Laurent, près de Rimouski. Votre père était gardien de phare, votre mère travaillait comme secrétaire à l'ONF, à l'Office national du film du Canada. Alors, enfant, vous êtes l'enfant du milieu, la seule fille d'une fratrie de 2 autres garçons. Vous allez vivre sur cette île, dans le phare familial, jusqu'à l'entrée de votre grand frère à l'école, ce qui amènera toute la famille à déménager sur le continent. À l'école, vous êtes plutôt une très bonne élève, ce qui fait, comme la plupart des gens qui ont des bons résultats, que vous allez suivre un peu les études en direction de la science en allant à Montréal. Votre mère est convaincue d'un avenir pour vous de médecin, mais vous êtes plutôt intéressé par le journalisme et puis finalement, on sent les débuts de l'activisme probable, les prémices. Jeune, vous êtes une personne très sociable et finalement, le monde des étudiants en sciences ne vous correspond pas vraiment, ce qui fait que vous entourez d'amis plutôt artistes, des créatifs et puis des graphistes. Alors, vous essayez aussi la communication, mais finalement, vous allez suivre un cursus de lettres et langues. Vos parents n'ayant pas vraiment les moyens de vous payer vos études, vous allez devoir rapidement vous trouver un travail pour subvenir à vos besoins. Alors, vous allez trouver une première place de plongeuse à la Marivaude, le restaurant du chef Cécile Breton. Bien qu'à la plonge à l'époque, le chef décèlera chez vous un vrai talent pour la cuisine.
Par la suite, vous rencontrerez Patrick Pious, un Français qui vous embauchera dans son bar à vin, le Pinot Noir. Vous allez travailler avec lui. Québécois, mais il est rendu français, en fait. Ah, il est rendu français. Moi, je pense que c'est un Français maintenant, parce que c'est un spécialiste du vin en plus. Oui, voilà. Alors, sur place, vous allez rencontrer un chef qui va devenir quand même un mentor pour vous, Jean-Pierre Maulieu, qui vous apprendra une sorte de cuisine fusion, créative, éclectique, tirée de ses nombreux voyages. Alors, à ce moment-là, vous êtes quand même toujours au Cégep, au Vieux-Montréal, en lettres et langues. Et puis là, vous décidez de partir voyager. Alors, Colombe, qu'est-ce qui se passe dans votre vie à partir de ce moment-là? Le voyage a toujours fait partie des choses que j'avais en tête, en fait. Et je m'étais donné un ultimatum parce que je terminais mon cours en lettres et langues. Le Pinot Noir fermait ses portes. Et j'ai tenté ma chance dans un restaurant, un des grands restaurants de Montréal, qui est toujours, donc le Toquier du chef Normand Laprise. Alors, je m'étais comme lancée comme défi d'essayer de me faire embaucher dans ce restaurant. Et faute de quoi, si ça ne fonctionnait pas, je partais à l'aventure avec Patrick Pious, d'ailleurs. Et voilà, ça n'a pas fonctionné. Alors, je me rappellerai toujours ces moments parce que, bon, c'est sûr que c'était plus encourageant de partir avec quelqu'un aussi parce que, bon, j'étais pas vieille à l'époque, 18, 19 ans. J'entamais quand même un grand voyage d'un an, un an et demi. J'allais travailler en Australie, j'avais un visa de travail. Alors, je partais pour Melbourne, mais avant, je m'arrêtais en Malaisie, en Thaïlande, donc pour faire un petit tour de l'Asie du Sud-Est. Et quand j'ai montré la ribambelle de billets d'avion à mes parents, c'est là où ils ont paniqué vraiment. Et ils se sont dit, elle, on l'a perdue, elle ne reviendra plus jamais. Donc, c'était de fausses angoisses. Évidemment, je suis revenue, bon, après quand même assez longtemps, après une expérience aussi de travail à Melbourne, dans le sud de Melbourne, et après un retour en Asie. Voilà, revenue ici. Et donc, c'est entamé une routine. Donc, je revenais à Montréal pour 5-6 mois. Je repartais, je revenais, je repartais et je butinais les endroits où, parce que par le biais des voyages, je me suis rendu compte que les endroits que j'appréciais vraiment, c'était ces endroits où les gens étaient fiers d'une culture et que par le biais, évidemment, de la nourriture, de la cuisine, on avait accès à une quantité d'informations extrêmement précieuses sur les habitants d'un territoire. Donc, ça m'a donné le goût d'apprendre à cuisiner de cette façon. Donc, non, je n'ai pas fait de grande maison. J'ai travaillé principalement pour des femmes, des hommes qui, en toute simplicité, nourrissaient les gens. Je les choisissais par rapport à l'émotion que j'avais en mangeant. C'est-à-dire, bon, premièrement, est-ce que c'est bon? Deuxièmement, est-ce qu'il y a un véhicule? Est-ce qu'il y a une logique derrière ce que je mange et ce que je vois et ce que j'entends? Et c'est là où j'ai compris, avec toutes ces expériences de voyage, c'est là où j'ai compris où il y avait un problème ici, au Québec. Un problème. C'est pas, c'est en toute bonne foi, c'est pas quelque chose de négatif. C'est une incohérence, on pourrait appeler ça une incohérence par rapport aux choses qu'on mangeait, la façon dont on mangeait, puis l'histoire de notre territoire. Ben, on va en reparler justement de cette histoire de territoire. Et puis, qu'est-ce qui vous a fait revenir à l'endroit presque où vous étiez né et qu'est-ce qui vous a fait prendre un restaurant à cet endroit-là? Alors, justement, on dit souvent partir pour mieux revenir parce que à l'époque, quand je suis partie à Montréal, bon, je trouvais que c'était tout petit, on finit par connaître tout le monde, bon, on a envie de grands espaces et de vivre d'autres choses. J'étais pas en mesure de réaliser l'endroit où je vivais, que
probablement, je vous dirais, que j'aurais choisi si j'y étais pas née. Mais j'ai eu la chance de naître là où je suis bien. Donc, j'ai réalisé que les îles du Bic, que le Bas-Saint-Laurent, que notre position côtière, les grands espaces de l'arrière-pays, les forêts, les rivières, que c'était une grande richesse. Et je vous dis, dans la beauté, dans la grandeur de ce territoire, je me sentais vraiment privilégiée d'être née là et ça m'apparaissait comme une évidence que j'allais revenir ici un jour. Alors justement, on va parler de cette histoire de revenir, mais en même temps, d'abord, on va parler d'un moment qui est un peu difficile parce que vous êtes quand même chef d'un restaurant gastronomique, quand même, c'est pas n'importe quel restaurant, et vous disiez dans plusieurs interviews que j'ai entendues que vous et vos confrères, et c'est la vérité, hein, restaurateurs, vous aviez été un peu les grands oubliés de la pandémie, et puis même les sacrifiés. Alors, je me suis demandé comment a été votre vécu à vous pendant cette pandémie. Qu'est-ce qui a été votre vrai vécu profond de professionnel et puis de personnel? Ça vous a donné quoi, cette pandémie? Ben, écoutez, ce serait mentir que de vous dire que on a trouvé ça extraordinaire et que c'était génial parce que, bon, à quelque part, j'ai jamais vraiment eu peur du nouveau. J'ai jamais eu l'intention d'abandonner dans ma vie, que ce soit en famille, en affaires, je suis assez coriace, puis je vous avoue que ça, c'était quand même un grand coup parce que écoutez, moi, j'ai quand même opéré dans l'ombre pendant plus de 15 ans dans une région éloignée des grands centres, à l'abri de tous les regards et de tout. Bon, la vie a fait que, bon, je me suis fait repérer à un moment et que là, s'est enclenché un processus de notoriété aussi lequel, je vous dirais, avant la pandémie, j'en ai peut-être profité un an ou deux. Et là, boum! Alors que c'était des années bien attendues par rapport à tout ce qu'on avait investi en temps, en espoir, puis on avait tellement j'y croyais tellement que après 15 ans, j'étais toujours là, même si les conditions de travail étaient extrêmes, que même financièrement, c'était extrêmement difficile, avec les valeurs d'achat local, d'autonomie que j'avais. Alors, les matières premières coûtaient extrêmement cher. Donc, non, je vous dirais que c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai décidé tout de suite qu'une pandémie, c'était quelque chose de gros. Je pense que tout le monde avait le souhait, maintenant, on peut le dire, à l'annonce de cette pandémie mondiale, d'un sacrifice d'une année, et puis qu'après, tout redeviendrait comme avant, et puis tout ça. Alors que moi, j'étais convaincue que non. Qu'il y avait quelque chose là qui était en train d'arriver, qui transformerait, en tout cas, dans mon cas, qui transformerait la gastronomie à tout jamais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que j'allais continuer de nourrir les gens, parce que c'est ce qui me remplit de joie. Dans une version plus accessible, dans une version, nous ici, bon, alors ça fait vraiment partie du paysage culinaire québécois, les cantines, ces petites maisons à l'orée des villages dans lesquels on sert les pommes de terre frites et hot dog, fast-food en fait, mais à la couleur du Québec. Donc, c'est une industrie en fait qui fonctionne très bien parce que bon, c'est un peu un endroit où tu as faim, tu veux manger vite fait. Bon, c'est un peu là où on se nourrit quand on est sur la route ou bon. Mais je vous dirais que ça fait une vingtaine d'années que c'est pas mal toujours les mêmes choses qui reviennent. Il n'y a pas vraiment de réforme. Il n'y a pas eu énormément de réformes. Il y en a eu, mais dans le domaine de la cantine, de la restauration rapide, il n'y avait pas eu grand-chose. Alors, je me suis dit, et c'est un rêve que je chérissais depuis longtemps parce que dans ma logique d'achat, j'ai toujours des pièces nobles et des pièces un peu moins nobles quand on parle d'élevage,
de bêtes. Donc, j'étais à la recherche vraiment d'une version vraiment plus bistrot de ce que je faisais ici au restaurant. Alors, c'était l'occasion aussi de proposer ce qui n'est pas possible au Québec, c'est-à-dire une installation temporaire. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire des fondations ou une installation temporaire, d'où le fameux projet de recyclage de vieux containers dans lesquels on a installé des cuisines et que je me suis dit, après avoir analysé aussi grandement la situation, c'est extrêmement difficile ici au Québec en restauration gastronomique d'être rentable. Je vous parlerai là en général, d'un 2% de profit sur un chiffre d'affaires, ce qui vraiment là vient expliquer que tous les chefs québécois que vous rencontrez sont vraiment, vraiment pas à l'argent. Étonnant quand même, étonnant. Mais je me disais une chose quand même, malgré tout, cette cantine côtière que vous avez lancée, c'était aussi pour survivre, parce qu'à quelque part, il fallait quand même assurer derrière, quoi. Votre restaurant, il était fermé. Mais comment vous êtes quand même passé de 50 couverts à 300 couverts? Alors, comment vous avez pu tenir une telle demande? Vous aviez des fournisseurs qui étaient capables de vous suivre là-dedans? Ben oui, puis c'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous énumérer en long et en large toutes les problématiques qu'on a rencontrées dans ce dernier souffle de survie, de vouloir à tout prix sauver les meubles, comme on dit, et pour être vraiment très impliqué aussi dans le domaine artisanal québécois, c'est-à-dire toute expertise confondue. J'ai quand même fait l'analyse du modèle des volumes aussi, parce que bon, on est dans un monde où on a priorisé ces modèles parce que c'est les plus payants, évidemment, donc à petite échelle, évidemment, mais oui, le fait de passer de 50 à 300, même des fois à 400 couverts, a fait en sorte qu'on est passé aussi de 2 à 20% de profit, ce qui est rien à comparer à d'autres qui en font largement plus. Mais évidemment, les gens passent, prennent pour emporter et il y a la place pour quelqu'un d'autre. Alors que dans un restaurant gastronomique, vous êtes là pendant 3-4 heures, on prend soin de vous. Alors qu'ici, on trouve ça encore extrêmement dispendieux de venir manger pour 200 $ canadiens, ce qui équivaut à 100, peut-être 140 €, un repas 7 services avec les vins. Là. On avait une des gastronomies, on a toujours une des gastronomies les moins chères au monde par rapport à la qualité de ce qui est servi. Mais c'est une histoire qu'on est en train d'écrire. Alors, c'est pour ça qu'il y a énormément de problématiques encore. Et le nouveau but que je me suis fixé, parce que oui, moi, je suis une technicienne amoureuse de la cuisine et oui, moi, parce que j'en ai fait un métier, je suis arrivée à faire des réflexions extrêmement avancées sur les arts de la table, mais c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, ça fait quand même... moi, je compare ça à l'art. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui investit dans des tableaux d'artistes connus. Alors, la gastronomie à un point, à ce niveau, devient vraiment fait partie d'une culture. Il y a des gens qui comptent pas quand ils vont au restaurant. D'autres, oui. Alors, c'est une majorité, en tout cas ici. Alors, le nouveau projet de la pandémie, dans mon cas, avoir s'effondrer les grandes maisons, les grandes fondations de ce qu'on a mis tant de temps à construire, je me suis dit, elle ne peut pas mourir, la gastronomie, mais elle doit s'adapter. Alors, j'ai décidé de la démocratiser en la rendant accessible avec des installations aussi où je peux me permettre de charger moins cher parce que il y a moins de coûts de base. Bien sûr. D'où le projet du recyclage, parce que tout ce qui constitue
les unités de cuisson de la cantine et puis tout ça, tout a été acheté dans des cours de métal recyclés, là. Alors, j'ai une question à vous poser, la question que je pose à peu près à tous mes invités. Vous savez, c'est une question un peu bizarre. Je me suis demandé, pendant cette partie de pandémie, puis il y a aussi un confinement, est-ce que vous avez été étonné par un de vos comportements qui a comme ressurgi et que vous ne connaissiez pas de vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes de vous, vous ne connaissiez pas? Moi, j'étais convaincue que comme femme, chef, en région, éloignée, à faire une famille, à travailler enceinte, à me dire, mais c'est donc bien compliqué, la vie que j'ai choisie, c'est difficile. Puis je me disais, mais en même temps, bon, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de m'amuser quand même la majeure partie du temps, mais alors, j'avais l'impression que, puisque j'étais comme sur une vague plus positive vers la fin de toutes ces années d'investissement, qu'il y avait comme une période de repos. Eh bien non. Eh bien non. Alors, moi, je m'étais toujours dit, bon, là, c'est terminé, là. Je ne peux pas en donner plus. C'est impossible. Alors, ce deuxième souffle, comme quand j'avais 20 ans, à courir, mais vraiment partout, à ouvrir quelque chose de complètement nouveau, ne pas savoir du tout où j'allais à 43 ans, de repartir comme une poule, pas de tête, courir partout. Mais cette énergie que je croyais déjà avoir, j'en reviens toujours pas d'avoir, je pense que c'était un peu ce qu'on appelle l'énergie du désespoir, je sais pas trop. J'ai quand même bien cru y passer, là. Je vous dirais la première année de l'ouverture, puis écoutez, ici on fait face à une pénurie de main-d'œuvre qui est assez monumentale, en fait, qui est très, 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 très alarmante. Alors, du coup, de retravailler des 16-17 heures par jour avec les 3 enfants, je sais pas, je me suis redécouvert une énergie débordante. Je renais. Je suis rené. Je reviens, je suis 22 ans. Je suis revenue. Alors, dans ce petit moment qu'on partage ensemble, on a un rythme dans cette émission qu'on a emprunté à un de nos chroniqueurs qui s'appelle Thierry Ardisson, peut-être vous connaissez. Oui, oui. Voilà, on a un petit rythme qui s'appelle notre interview Upside, une interview un peu atypique, lui dit que vous allez voir peut-être petite question comme ça, l'air de rien, un peu profonde, un peu malicieuse. Alors, la première question, chef, c'est quel est le défaut, d'après vous, qui vous sauve la vie? Perfectionniste. Parce que je vous dis, c'est vraiment, ça peut être maladif et très angoissant de jamais, jamais, jamais être satisfait. de douter en permanence de ce qu'on est en train de dire, de ce qu'on est en train de faire. En même temps, alors ça vient poser une rigueur hors norme qui va faire qu'on va se démarquer. On se démarque parce que, à quelque part, on ne sait jamais assez, on n'a jamais. Alors, ça nous pousse vraiment à nous dépasser, mais c'est très lourd à porter. Pour vrai, c'est pas facile. Des fois, j'aimerais bien me dire, ouais, c'est bon ça. Puis ça s'arrête là. Est-ce que vous avez choisi un chum spécialisé dans la psychologie dans ce cas-là ou comment il fait? Non, malheureusement, on fait un peu. On fait un peu ça, hein, parce qu'on finit par en faire de la psychologie. On est dans des métiers où on doit constamment être en contact avec l'humain. C'est ce qui fait de nos métiers qu'ils sont aussi humains et difficiles, parce que c'est bien évidemment, on le voit de plus en plus, les gens ont vécu dans un monde très individualiste. Alors, ceux qui ont un esprit un peu plus communautaire vont se démarquer également, parce que, bon, c'est pas évident. Et puis, c'est complexe de comprendre l'autre, d'être capable d'échanger avec l'autre. Donc, non, pas psy. Non, mais non, moi, j'ai eu une psy qui m'a souhaité bonne chance une fois dans ma vie. Je pense que c'était.
C'était On a eu trop. marre. Allez, c'est bon, Colombe. Les fêtes de la cuisine, on verra après, ouais. Alors, quelle est votre plus belle erreur, chef Colombe? Ben, d'avoir ouvert un restaurant. C'est ça. C'est ça. Mais oui, parce que, Oui. parce que c'est un métier qui est tellement difficile, surtout dans notre contexte ici. Tu sais, je veux dire, bon, on a une histoire jeune, hein, on n'est pas en Europe et c'est difficile de la faire accepter comme faisant partie intégrante de notre culture. On travaille, nous, encore à placer ces premières pierres pour faire accepter la gastronomie au sein de nos gouvernements aussi, essayer d'avoir un peu d'appui, que ce soit dans la représentation à l'international ou dans la considération de tout l'apport culturel qu'on apporte et social en encourageant la production artisanale, en ayant permis au patrimoine de pouvoir exister. Donc, tout ça, on l'a fait relativement seul. Et puis, écoutez, la plupart des grands chefs ici au Québec ont démarré avec un budget de, je vous dirais en euros, 20 000 euros. Là. Ah oui. On a cette grande qualité d'être capable de se projeter très loin avec très peu d'aide, très peu d'argent, très peu de soutien. Mais c'est appelé à changer, en fait. C'est évident. Parce que, bon, il y a quelques ambassadeurs qui travaillent fort à essayer de changer cette petite lacune. Vous parlez d'aide et vous parlez aussi de gens qui servent d'ambassadeurs, mais je sais que vous avez quand même un grand sentiment d'importance des mentors. Quel est le plus beau conseil qu'on ait pu vous faire? Ah, alors, c'est Jean-Paul Grappe, un Lyonnais qui a immigré ici pendant l'Expo 67 à Montréal, qui est devenu professeur à l'ITHQ, qui est vraiment exceptionnel et tout à fait extraordinaire. Et c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie de cuisine. C'est lui qui m'a inscrit. Quand je lui ai parlé de mon idée folle d'ouvrir un restaurant gastronomique dans une petite région éloignée du Québec, il m'a dit « Mais Colombe, qu'est-ce que tu fous? » Alors, il m'a dit « Il faut te faire reconnaître. » Nous, on n'avait pas d'appui des banques non plus. Là. Les restaurants ne pouvaient pas bénéficier vraiment d'emprunts dans les banques. Donc, il m'a dit « Il faut que tu te fasses reconnaître à l'international. » Bon. Et c'est là où, il m'a inscrit au concours international de l'Académie culinaire en France. Wow. Et c'était... Je suis arrivée là-bas avec une petite mallette. D'ailleurs, vous irez peut-être fouiller parce que j'étais une des premières femmes à représenter un pays. Là. C'était catégorie junior la plus jeune, avec à l'époque qui avait comme dans les juges. En tout cas, j'ai réussi à me tailler une place là, 4e ou je ne sais pas. Ah ouais, bien, bien. 19. Et quand je suis revenue, j'ai eu accès à un financement finalement parce que bon. Hein? Et alors, il avait raison déjà, premièrement. Deuxièmement, il m'a dit, Colombe, si tu veux une famille, si tu veux ouvrir un restaurant dans une petite région, tu vas devoir vraiment, vraiment travailler fort, mais tu vas devoir t'organiser pour être capable d'éviter qu'un jour tes enfants te regardent et te disent « Tu es qui, toi? » C'est ça. Parce qu'on travaille tellement dans ces métiers. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai opté pour le saisonnier. Parce que il avait tellement raison, c'est tellement important parce que, bon, je veux dire, c'est beau la gastronomie, c'est beau les arts de la table, mais à quelque part, bon, il faut un certain équilibre si on veut rester heureux, si on veut que ça continue aussi d'être une cuisine équilibrée, il faut l'être dans notre vie, hein, parce que sinon, ça finit par paraître quand on est malheureux, quand on est déséquilibré. Donc,
c'est un des plus beaux conseils qu'on m'ait donné parce que toute ma vie, avant d'avoir des enfants, je m'étais dit, il faut que je m'organise. Alors, je reste à côté du restaurant. L'école est juste à côté. Alors, moi, je prends jamais ma voiture. J'ai pas besoin de voiture. Tout se passe dans un quadrilatère extrêmement serré. J'ai allaité mes enfants dans mon restaurant. Ma maison est juste à côté. Quand ils s'ennuient, ils viennent me voir. Donc, ça fait vraiment partie d'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné parce que je suis heureuse aujourd'hui dans cette perspective d'équilibre. Ça fonctionne bien. Alors, une question un peu étonnante, mais si vous pouviez vous cloner, imaginez qu'il y a une deuxième colombe qu'on a pu créer en même temps que vous. La deuxième colombe, qu'est-ce que ce serait son activité professionnelle en même temps que vous, là? Ah, donc différente, mais Oui, bon. Alors, clairement, soit DJ, soit premier ministre. DJ! Alors ça, c'est une grande découverte. C'est pour ça que vous avez ouvert un restaurant, c'est pour le nightclub à l'intérieur. Ah oui, je suis reconnue quand même pour... moi, les gens, quand ils font des fêtes, puis que la fête ne lève pas du tout, en général, on m'appelle. Ah ouais? Et alors vous faites, et vous faites le Oui, j'arrive avec des perruques, j'arrive avec des playlists. Des playlists et des perruques. Et sinon, politicienne, effectivement. Ouais. Vous parlez de politique, et alors je me demandais quel défaut doit avoir un homme pour vous séduire? Ah, c'est quand même une bonne question. Quel défaut, quel défaut? Négligent. Parce que moi, je suis tellement... en fait, je suis extrêmement cool. Je suis pas du tout le genre de... Je suis très atypique comme femme. Hein. J'ai pas... tu sais, les soins, visage, ces trucs-là. Je suis pas là-dedans du tout. Tu sais, je suis très masculine. Mm-hmm. Alors, tu sais, je serais vraiment mal à l'aise d'avoir un copain qui prend soin de moi dans cette perspective un peu féminine. Tu sais. J'ai une relation très ami masculin. D'ailleurs, j'ai été comme ça toute ma vie. J'ai eu des amis garçons toute ma vie. Je jouais au baseball, soccer. J'étais pas dans les parades de mode et puis ces trucs-là. Alors, mais tu sais, dans la portion, je dis négligent, mais tu sais, plutôt qui s'en fait pas trop, là. Tu sais, que c'est pas grave s'il oublie ma fête, que c'est pas grave s'il il est pas là le jour de notre anniversaire de mariage. Ben, pas là, c'est peut-être un peu grave, mais qui y pense pas. Et on est comme ça, moi, en tout cas, Alexandre. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et puis, des fois, on se réveille. On s'est mariés le 4 novembre. Alors, le 8, on se réveille tous les deux. On fait merde, on a manqué notre anniversaire de mariage. Si vous deviez interviewer Colombe Saint-Pierre, si vous l'aviez en face de vous, là, vous étiez un journaliste et que vous voulez interviewer, quelle est la question que vous lui poseriez en premier? Pourquoi? Mais parce que c'est la question que la question à laquelle j'ai dû répondre à un moment donné. Ma vie est devenue extrêmement complexe. J'avais un restaurant, je voulais servir les meilleurs produits, mais à chaque fois que je voulais le faire, ça devenait vraiment extrêmement compliqué. Donc, je m'investissais. Bon, comment on pourrait faire pour avoir accès à ce produit, Et là, c'est devenu finalement les employés, pourquoi tu n'es pas heureux, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire de la rétention de personnes, toujours, tout, absolument, mais tout ce que je fais, ça devient extrêmement profond, il faut toujours aller au fond des choses et puis tout ça. Et puis, pourquoi? Pourquoi ça peut pas être simple? Pourquoi? Parce que j'ai reçu beaucoup d'amour. Je suis pleine d'amour. Moi, je suis une amoureuse. Je suis une bonne vivante. Alors, je veux que la vie soit bonne. Donc, tout ce qui comporte la vie, ça m'intéresse. Puis les relations, puis tout m'intéresse. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais toute mélangée à l'école. Parce que j'aimais la bio, j'aimais la
chimie, la physique, les arts. Je savais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Et puis, c'est dans la cuisine que j'ai retrouvé toutes ces disciplines. Donc, c'est pour rien que il faut quand même être assez généreux, dynamique et interdisciplinaire si on veut réussir dans ce métier. Et puis, ben, pourquoi aujourd'hui, moi, ici, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, au Bic, au Québec? Parce que je nous aime profondément et puis que j'ai envie de redonner une fierté aux Québécois. Je ne sais pas si ça va être suffisant, mais je sais qu'à tous les jours, je fais le maximum pour qu'on réalise à quel point on a la chance, on a cette chance de vivre un territoire aussi vaste, généreux, riche, et d'être des êtres extrêmement créatifs, accueillants. Euh, j'ai un amour vraiment profond pour mon territoire et pour les gens qui l'habitent. C'est vrai qu'on va reparler de cette sorte de fierté. On a déjà parlé en off de cette émission. On va en reparler. Oui. Mais, vous dites souvent, en fait, vous dites souvent qu'on peut analyser une société en étudiant son alimentation, ce que je trouve très juste, et qu'on pouvait même faire de même pour un chef cuisinier et sa propre cuisine. Alors justement, qu'est-ce que vous comprenez de votre propre cuisine en analysant justement ce que vous faites comme cuisine? Qu'est-ce que vous en comprenez sur vous? Alors qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, que pour moi, ça devient une évidence de servir des choses qui sont tout près, de servir finalement ce que m'offre le territoire que j'habite. Ceci dit, je ne suis pas contre une petite truffe ou un petit peu d'huile d'olive, mais on a, nous, ici, d'autres choses qui fait que ben on va aller chercher une plus-value dans la qualité, la fraîcheur et puis tout ça. Ce que je comprends de ma cuisine, c'est qu'elle doit être ancrée dans le territoire, c'est qu'elle doit avoir elle doit avoir une histoire à raconter, elle doit faire des références, elle doit être logique par rapport à l'endroit où on opère, où on décide de cuisiner. Donc, qu'on n'a pas, surtout aujourd'hui, par surcroît, avec cette après-période de guerre froide, mondialisation, industrialisation, où on a fragilisé énormément les écosystèmes et puis tout ça, que la logique revient un peu à celle qui régnait avant toutes ces innovations, c'est-à-dire l'autonomie, la proximité, l'alimentation de proximité, la capacité de se nourrir nous-mêmes, d'avoir des connaissances. Donc, je fais beaucoup, beaucoup aussi de conscientisation par rapport au naturel sauvage comestible, à l'acceptation des saisons, les gens qui veulent absolument avoir de la salicorne ou des fraises au mois de février, que si on ne les a pas congelées dans la période de production, ben, il faut faire la paix, manger d'autres choses, des radis ou des navets. Mais c'est un peu ce respect-là des cycles aussi, d'une nature qui s'épuise aussi manifestement. Donc, tous les choix qu'on fait, parce qu'on mange 3 fois par jour. C'est énorme comment on peut changer le monde par l'alimentation. C'est énorme. En fait, je pense que quand on aura compris ça, on s'en portera que mieux. Et tout le monde le dit, c'est beaucoup plus sécuritaire aussi de consommer ce qui vient tout près de chez toi. Puis s'il y a des problèmes éventuellement, ben, on peut aller, vous avez accès aux producteurs, aux maraîchers qui fournissent ces produits-là. Donc, c'est de la sécurité, c'est de la qualité, c'est logique. En fait, c'est logique. Il faut que ce soit logique, il faut que ce soit historique aussi, il faut que ça fasse du sens par rapport à où on est. Je me disais un truc aussi, c'est que nul n'est prophète en son pays. Alors, comment vous avez pu faire mentir cette vérité dans votre coin, là? Eh bien, en fait, par ténacité,
parce que j'aurais pu abandonner vraiment 10 000 fois plutôt qu'une. C'est c'est un mode de vie qui est quand même pas évident. Il faut vraiment avoir un moral d'acier pour passer au travers du temps. Surtout quand tu prônes des modèles qui sont complètement à l'opposé de ce qui est prôné ou de ce qui est installé. Alors, tu es à contre-courant, alors évidemment, plus difficile. Hein. C'est sûr et certain que dans une rivière où il y a du courant, ben, si vous, Luc, vous décidez que vous allez dans le sens du courant et moi dans le sens contraire, vous allez arriver avant moi. Donc, la ténacité, parce que sans ça, je veux dire, c'est sûr que rentrer dans un moule, c'est plus facile que d'en construire un autre. Là. Moi, j'ai su quand même que vous avez un temps écrit dans Le Mouton Noir, Aïe! un journal un peu rebelle, et puis qui avait une super punchline qui disait le journal indépendant plus mordant que le loup. Moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est un peu l'équivalent du canard enchaîné, en fait, le mouton noir ici. ouais, alors sauf que le canard enchaîné ici, il n'est plus du tout rebelle. Mais bon, Ouais, il c'est a sûr oublié qu'il que existait, je crois. Mais alors, moi, je me demandais, vous êtes une vraie rebelle ou c'est parce que vous avez un besoin de persuasion et qu'il faut l'aiguiser tout le temps? mon simple. Le fait que je sois rebelle, je pense pas que. Ben, rebelle, oui, il faut pas avoir peur des mots. C'est vrai que j'ai toujours. On m'a toujours dit, suis ce chemin. J'ai jamais suivi le chemin en me posant zéro question. Je peux suivre le chemin, mais je vais quand même pas y aller sans me poser la question, est-ce que c'est le bon? Alors, si je croise d'autres chemins, fort probable que j'écoute pas la règle de base puis que j'essaie d'aller visiter d'autres options. Euh, je fais simplement, avancer en me posant des questions. Puis, parfois, la réponse n'est pas celle dictée. Donc, je m'applique à essayer de voir si les autres se sont posé cette question. C'est-à-dire, on suit le courant, on suit le courant, on suit le courant, mais ceux qui ont changé le monde, on dit changer le monde. Il y a le monde n'est pas parfait, là. Je veux dire, il y a eu vraiment des hauts et des bas. Donc, dans la partie bas, j'essaie de m'appliquer à trouver des solutions, par contre. Je suis pas, c'est ça, je suis une activiste. Je suis pas chez moi dans ma cuisine à dire que le monde va mal pour la parcelle qui va mal, hein, parce que sinon, moi, je trouve qu'on fait des vies extraordinaires. Là. Quand tu as étudié un peu l'histoire, il y a des périodes où tu n'aurais pas aimé être là. Hein? C'était quand même beaucoup plus rock'n'roll. Mais vous parliez d'activisme, justement, c'est vrai que vous êtes un activiste, ça se voit chez vous. Mais pendant la pandémie, les grandes enseignes commerciales comme Walmart, comme Auchan, Carrefour, chez nous, elles se sont développées d'une façon colossale vu que les restaurateurs, eux, ils étaient fermés. Alors vous qui avez quand même un combat de fond contre la grande distribution un peu mondialiste, vous êtes tombé dans la dépression de voir tout ça, là, d'un seul coup partir dans l'autre sens, hein, ou pas? Évidemment, évidemment. Puis bon, j'ai des valeurs environnementales aussi, de voir les quantités de masques qui se jetaient tous les jours. Écoutez, j'ai 3 enfants, c'est un masque à tous les matins, un masque à tous les soirs. C'est de voir ça, c'est comme tu dis, mais merde, on fait quoi là? On régresse? Bon, il y a une partie que je comprends, mais ce que je comprends surtout, parce que c'est cette capacité aussi à se projeter. J'ai toujours été demain. Demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fera demain? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur ou en tout cas un peu mieux? Pas non plus, j'ai pas la vérité absolue. Je dis pas que, mais je m'évertue à essayer de comprendre ce qui se passe et de le partager avec les autres, ceux qui n'ont pas eu le temps, par exemple, de se les poser ces questions. Alors, je le dis souvent, moi, je veux juste qu'on décide en qualité de démocratie, qu'on nous donne aussi les informations qu'on a besoin pour les prendre les décisions.
parce qu'il y a des fois où on prend des décisions et on n'a pas ce qu'il faut pour les prendre, et c'est ce qui fait que c'est une mauvaise décision. Donc, d'être un peu là, d'offrir ce que je comprends le mieux, c'est l'alimentation, évidemment, parce que j'en ai fait un combat. Alors, de poser la question, est-ce vraiment logique, par exemple, en pleine pandémie, dans un contexte où il y a la moitié du monde qui va tomber dans une énorme sécheresse et puis que le fait de s'alimenter va devenir de plus en plus compliqué pour certaines personnes, de jeter ici, dans nos pays occidentaux, du lait, des asperges par faute de main-d'œuvre ou d'abattre, d'euthanasier, pas de donner, hein, d'euthanasier des cheptels entiers de coqs parce qu'ils ne rentrent plus dans la machine pour que le mec qui rentrait le poulet, là, il n'est pas là. Alors, du coup, on euthanasie tout le monde, on met ça dans une grande fosse, puis pour moi, ça, je veux juste demander aux gens, est-ce que ça vous plaît, ça? Est-ce que vous trouvez ça logique par rapport à ce qui se passe? C'est l'autre côté Saint-Pierre, là. C'est l'autre côté un peu Saint-Pierre qui garde les portes du paradis des autres. C'est mon papa. Colombe et Saint-Pierre, les deux là. Vous êtes une chef de cuisine passionnée. Et je me demandais, est-ce que faire la cuisine pour les autres, pour vous, est-ce que c'est le double moyen de les aimer et de les regrouper ensemble? Oui, absolument. C'est toujours autour d'une table que moi, j'ai eu les plus belles discussions, que vraiment, on est dans une perspective d'échange, qu'on peut être vraiment de droite, de gauche. C'est vraiment une façon très intéressante de rencontrer l'autre. Puis dans un climat de paix. Parce que c'est très universel, le besoin de manger. Le besoin, après, le plaisir vient dépendamment de notre capacité, justement, à communier autour d'une table. Et puis, c'est évident que c'est un des plus durs, mais un des plus beaux métiers. Mais sinon, personne ne ferait ça. Personne n'aurait assez de générosité s'il n'y avait pas un retour. Puis c'est un peu celui-là, tu sais. Ouais, c'est se rapprocher des gens, vraiment. Une façon de se rapprocher même de gens que tu n'aurais jamais approchés. Jamais, là, tu sais, dans la rue. C'est particulier, oui. Ouais, c'est marrant parce que quand le peu qu'on se connaît, mais le peu que je vois sur vous, je me disais, mais elle a tellement un besoin de persuasion, Colombe, qu'elle s'est dit, tiens, au moins la cuisine, ça met tout le monde d'accord. Oui, voilà. Exact. Hein? Exact. Il y a un truc chez vous avec ça, là. Il faut tout mettre d'accord. Oui, parce que dans le fond, ça ramène aussi aux bases. Hein. On a rarement l'opportunité de se ramener à un niveau un peu plus simple. C'est-à-dire, je me lève, faut aller travailler. Bon, oui, OK, mais faut aller chercher un truc à manger. Nos vies sont aujourd'hui tellement compliquées que il est rare aussi qu'on nous laisse le temps de réfléchir. On nous divertit beaucoup, là, mais le temps de réfléchir, c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu, là. Que, quand même, je me questionnais, vous êtes quand même un chef d'un restaurant gastronomique, ce qui fait que, bon, avec la cantine, c'est un peu différent, j'imagine, mais dans la gastronomie, c'est quoi le rôle de la gastronomie dans une société? La gastronomie vient vraiment placer ce que moi j'appellerais vient vraiment nourrir l'esprit. Au-delà du corps, là, parce que bon, il y a le besoin de manger tous les jours, cuisiner comme ça, et même moi je le fais, même si je suis chef. Il y a des fois où je cuisine, faut y aller. Mais il y a d'autres fois où je cuisine et puis je fais ouais, on pourrait essayer ça, on pourrait mettre je peux passer des heures à réfléchir à quoi pourrait ressembler, par exemple, une entrée à base de radis.
Tiens, pourquoi pas? Vas-y. Ce radis, là, pas aimé de tous. Alors, j'aime beaucoup les légumes, les mal aimés, tu vois, d'essayer de faire rayonner les moins bien aimés. Romain, pas des légumes, en fait. La gastronomie a cette faculté, en fait, de venir placer la cuisine au centre du questionnement identitaire, social et culturel. C'est ce qu'elle fait, la gastronomie. La gastronomie, et c'est la raison pour laquelle je vous dis, moi, la pandémie, ce qu'elle m'a donné comme réponse, c'est que la gastronomie était très élitiste, là. Elle se tenait dans une sphère extrêmement fermée ou trop fermée pour quelqu'un d'aussi communautaire que moi. Et moi, j'ai décidé de voir, essayer de trouver une façon de la démocratiser, de la rendre plus accessible à plus de gens pour qu'elle survive, pour qu'elle puisse traverser cette crise aussi. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu inconfortable dans le fait, je vous dirais, je le fais plus, mais dans le fait de servir du caviar, des trucs, les foie gras, dans un contexte où on se prépare à une inflation, on sait que les coûts de la pandémie vont être terribles, que pour certains pays, ça va être extrêmement difficile de rétablir l'ordre finalement qui régnait avant cette débandade. Et je sais pas. On dirait que j'éprouve un certain malaise à retourner dans. Je me disais, ça c'était une question que je voulais poser à un chef. Alors comme je vous ai sous la main et qu'en plus vous avez un nom d'oiseau, je vais en profiter là. À votre avis, Colombe, demain ou après-demain ou dans le futur, ce sera quoi l'évolution de la cuisine et de l'alimentation? On va manger des pilules? On va faire quoi? Non, je pense pas. Ben, en fait, non, faudra militer parce que, bon, c'est pas logique. Hein. Voyons voir si on va manger des pilules. Ça serait terrible parce qu'on perdrait le plaisir, en fait. Mais la cuisine devra... en fait, la cuisine n'a plus le choix de s'adapter. La cuisine devra suivre un cycle d'une nature qui s'épuise. La cuisine devra s'adapter par rapport à ce que la nature a à offrir. Et elle devra aussi respecter les patrimoines, les savoir-faire, que ce soit au niveau humain, tant humain que production. Évidemment, je crois que pour moi, la sortie, elle est vraiment dans l'efficacité, notre capacité dans l'efficacité de ce que peut procurer un territoire. C'est-à-dire de vraiment réfléchir à comment on peut devenir un peu plus indépendant, un peu plus autonome au niveau alimentation. Parce qu'écoutez, on a tellement... C'est fou aujourd'hui, là. Si on n'avait pas les épiceries, il n'y a pas beaucoup de gens qui survivraient. Il y a plein de gens qui ont perdu plein de savoir-faire avant. Hein. La plupart des gens savaient jardiner, savaient abattre un poulet, un porc. Je sais pas, tu sais, j'ai l'impression des fois que je suis un peu vieux jeu quand je parle de vieilles valeurs comme ça puis tout ça, mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est passé date, hein? Mais bon, c'est une force de pouvoir aller pêcher avec un pêcheur. C'est une force mentale, physique, culturelle, tu sais, d'avoir accès aux gens qui sont à la source de la nourriture. Et rétablir ces liens avec notre nourriture, les liens sociaux et de proximité. Oui, mais il y a aussi un truc chez vous quand même que des fois vous dites hop, hop, vite fait là, pour pas qu'on vous interroge sur le sujet, mais vous avez quand même un truc qui s'appelle hey, tu veux pas être fier? Allez, tu veux pas être fier? Ouais. Vas-y, sois fier. Oui, ça vous a allumé les yeux là. Dans l'enregistrement, vous verrez dans l'émission. Oui.
Ben oui, pourquoi? Mais pourquoi pas? Quoi? Mais c'est quoi la fierté pour vous? Pourquoi c'est si important la fierté? Ben parce que elle permet, je vous dirais, elle permet une certaine ligne conductrice. C'est le fait de s'accomplir, c'est important. Hein? Le fait, euh, la fierté amène un état, l'état dont je vous parlais d'équilibre, un état de créativité, de confiance. La confiance, c'est important, tu sais, dans le doute, toujours. On ne fait pas de grandes choses. La fierté est la base du développement d'une société. Si on n'en a pas, on n'a pas à espérer un demain meilleur. Ça vient avec l'espoir, ça vient avec la mémoire, ça vient avec l'histoire, ça vient avec... c'est comme l'amour pour un enfant. Tu sais, un enfant qui grandit sans amour, ben un peuple qui grandit sans fierté, il n'y a pas beaucoup. L'avenir ne rayonne pas, là. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Et justement, J'ai envie de le dire comme ça. Mais... Quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous touchez à un truc du doigt super important. Alors, pour une activiste, ça m'intéresse parce que vous ne croyez pas que finalement, aujourd'hui, vous vous battez parce qu'il y a quelque temps, les gens ont arrêté d'être fiers. Oui, absolument. Et c'est peut-être pour ça que le mondialisme s'est développé. C'est parce que tout le monde s'en foutait de tout, en fait. Tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on se targue de vivre dans des sociétés démocratiques, on nous a quand même enlevé cette capacité de réfléchir, de sortir ensemble, de dire ici, moi, je sais pas, moi, on vend des îles, de l'eau potable à des intérêts des grandes multinationales, des terres agricoles. Là, il faut. C'est un certain manque d'amour-propre là, de dire bon, occupez-vous de ça. Là, moi, j'achète de l'eau à l'épicerie. C'est ça, c'est difficile pour moi parce que il n'y a pas de futur. C'est ça, ça fait aussi le grand mal, là, c'est cette façon aussi, cette suggestion qu'on nous a fait de vivre au jour le jour, d'avoir tout disponible tout le temps, de ne pas rêver, de plus rêver en fait, parce que tout est possible. Puis comme ça, à une vitesse qui est devenue problématique, hein, justement, pour nos environnements, puis pour notre mental aussi, là, mais il y a plus beaucoup de gens qui sont capables de construire une maison de la fondation jusqu'au toit. Le simple fait de dire aujourd'hui, eh bien, je vais poser les premières pierres et probablement que mes petits-enfants termineront ce grand bâtiment et après, les générations pourront en profiter. Personne ne veut faire ça. Personne ne veut contribuer à un projet qui n'a pas d'effet immédiat sur mon bonheur à moi. C'est les autres qui vont en profiter. Hey, je vais aller m'acheter une bébelle à moi tout de suite, là, que je vais pouvoir en profiter. Puis... Alors ça a été très néfaste hein, pour les sociétés, pour notre futur. Et là, on est pris avec ce futur. Un futur qui est celui d'un passé dont on ne s'est pas occupé. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est en même temps relativement cyclique. Là, quand on fait l'étude de l'histoire de l'humanité, il y a toujours des hauts et des bas. Hein? Alors là, je crois qu'on a entamé un bas. Il y a des moments aussi, surtout, où les gens qui étaient supposés être là pour créer de la fierté ne sont plus là. Par exemple, à l'époque, la noblesse, elle crée de la fierté. À l'époque, le roi crée une fierté, les rois créent une fierté. Aujourd'hui, il n'y a plus que des gouvernants, des gouvernements. Il n'y a aucune fierté, ils développent aucune fierté. Et donc, c'est vrai que quelque part, je comprends bien votre côté un peu Jeanne d'Arc. Vous voyez, la fierté, Jeanne d'Arc. Parce que quand même, vous êtes une intense, quoi. Vous êtes hyper intense. Je pense quand même que vous débordez un peu comme la marée, où il y a un peu comme ça. En même temps, il y a un côté clown chez vous, vivante, actrice. Est-ce que vous êtes imprévisible pour ceux qui vous entourent?
Ah oui, ben, je veux dire, ceux qui m'entourent depuis longtemps savent très bien dans quelle situation ils sont. Là. J'ai envie de parler déjà de mon copain, mon mari, hein? Le pauvre. C'est ça. Bon, en même temps, il ne s'ennuie jamais. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que Ah non, ça, c'est sûr. Là, après, vous voyez, ça, j'ai jamais pris assez de temps pour réfléchir à tout ça. Mais oui, je pense vraiment qu'on revient à cette envie de vivre, le côté bon vivant qui fait partie de ma personnalité. Donc, il faut rire, il faut réfléchir, il faut s'investir, il faut tout, là, tu sais. On a juste une vie, là, il faut en profiter, il faut aller à fond, là. Allez, allez! Moi, les gens qui dorment ou qui. Tu sais, c'est ça, je dors pas beaucoup. Je me dis, je vais dormir à l'éternité, là, dans 50 ans. Alors, j'ai pas. Tu sais, j'ai pas de. Donc, c'est une rage de vivre. Je sais pas. Après, ouais, non, j'ai jamais été beaucoup plus loin dans l'analyse de mon personnage, mais oui, effectivement, il y a un côté extrêmement sérieux. Euh, un côté extrêmement clown. Moi, j'étais clown là, à l'école, je faisais rire tout le monde. J'ai toujours aimé aussi arriver dans des contextes un peu guindés, même ici dans le restaurant. Pendant les services, souvent, quand je voyais que les gens, ils venaient manger chez moi, puis ils trouvaient ça vraiment, ouais. Je trouvais que c'était comme un rendu un peu trop sérieux, comme sale, puis allez, on se détend. Alors bon, alors, des fois, je décidais, bon, allez, on va à la table, là, la table numéro 5. Ils sont 4, ils sont méga sérieux. Il y a comme personne qui sourit depuis le début du repas. Je me dis, ah, c'est pas ça la vie, hein, quand même. Alors, je ramasse toute l'équipe, on se met des perruques et on allume des feux de Bengale et on arrive à la table et on se met à chanter. Bonne fête, Pierre-Luc. Mais le gars, il s'appelle pas Pierre-Luc. C'est pas sa fête. Et puis, tout le monde est comme... C'est ces moments-là, j'adore. Tu sais, les gens, quand ils font, voyons, c'est quoi qui se passe? Ah, ça me fait rire. Dans un restaurant gastronomique, vous faites ça? Ah oh, oui, ben oui, chez moi. C'est pour ça que j'ai ouvert mon restaurant très jeune. Je me faisais virer de tous les autres. Alors justement, j'allais vous parler d'un moment de couronnement. Alors bon, parce qu'en 2018, quand même si vous faites l'actrice dans votre restaurant, vous êtes quand même devenue la chef de l'année au premier laurier de la gastronomie québécoise. Alors bon, quand même, donc il y a peut-être un petit côté sérieux chez Colombe de temps en temps quand même. Et Oh oui. c'est quoi pour vous être chef cuisinier aujourd'hui? Ça représente quoi? Mais je pense qu'on a, dépendamment de la façon dont on va décider qu'on continue, parce que là, on a été ébranlés. Là. Je pense que c'est d'être malgré tout, malgré les difficultés qu'on peut avoir comme chef, euh, qu'on est en position de force et dans une position privilégiée. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, le fait de dire qu'on a accès aux gens aussi beaucoup plus facilement, des gens que dans d'autres cadres, on aurait du mal à... On sert des avocats, des maraîchers, des ministres, tu sais, c'est très privilégié comme position, en fait. Et c'est très, très stratégique pour une militante, en fait. Et j'ai pensé, j'ai quand même, mais ce serait vous mentir que de vous dire que physiquement et mentalement, ce qu'on vient de traverser, c'est tellement difficile que, et ça l'était déjà avant, j'ai pensé faire d'autres choses, évidemment. Parce qu'il y a un moment, c'est la santé aussi. Ben, vous savez, il y en a beaucoup qui laissent leur peau aussi. Hein, c'est tellement, tellement intense. Donc, j'ai pensé, ouais, mais en même temps, en vieillissant, on est peut-être un peu plus sage, on sait où mettre nos énergies.
Donc, finalement, c'est une réflexion que je partage avec vous aujourd'hui, mais que j'ai un regain, là. Je vous parlais de renaissance, hein, même si c'est un métier dans lequel j'en ai vraiment bavé, je me trouve quand même privilégiée d'être là. Hmm. Alors, tout à l'heure, on parlait d'un truc que j'avais découvert, une petite surprise que je prévoyais dans l'émission. Et donc, c'est le moment où je vais vous parler d'un truc que j'ai trouvé incroyable. Alors, c'est pas exceptionnel, mais moi, je trouve ça tellement incroyable que ça va devoir, a priori, être une réflexion pendant quelques jours pour vous. Euh, alors, vous avez quand même vécu dans un phare. Oui. Et votre père était donc gardien de phare et une grande partie de sa vie. Et alors, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez choisi votre mari avec le nom qui a été le nom du plus grand phare du monde? Vincenot? Ah non, parce que son prénom, c'est Alexandre. Alexandre? Et le plus grand phare du monde, ça a été le phare d'Alexandrie. Ah, ben oui! Ben voilà! Ben non, ben là, j'avais jamais. Ben moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Alors, Vincenot, non, parce qu'il n'y a pas de rapport, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez choisi un Alexandre et que Alexandre le Grand, c'est celui qui a fait le plus grand phare du monde? Alors là, C'est un truc de fou, je hein? vais lui raconter ça. Je crois qu'on va se remarier. Je pense que vous allez vous remarier une deuxième fois. Alexandre le Grand, viens, on va se remarier. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais c'est peut-être un hasard, mais j'ai trouvé ça, c'est sidéral. Alors, rien à voir avec ça, avant de finir l'émission, je me demandais, en tant qu'activiste, c'est quoi le truc le plus incroyable que vous avez fait où vous dites après, oh, je suis quand même allé loin là. Ah, ben oui, ben, pas plus tard que l'été dernier. Alors, bon, vous savez, j'ai entamé depuis quelques années avec un collectif qui s'appelle Manger notre Saint-Laurent, qui, lui, regroupe différents chercheurs du Saint-Laurent, mais d'expertise assez vaste. On parle des océanographes, des gens qui font l'étude des mouvements des populations marines, de nutritionnistes, de chefs, de bon. Donc, le but du collectif, c'est un peu de redonner le Saint-Laurent aux Québécois parce que, bon, la majeure partie de ces produits sont exportés. Je crois qu'on s'en était déjà un peu parlé, mais à 80% de ce qui est pêché ici, et on pêche encore beaucoup, on a la chance d'avoir encore des espèces marines qui sont effectivement extrêmement convoitées par les marchés étrangers. Donc, du coup, nous, on en a plus pour nous. Et nous, on mange des poissons d'Asie. Alors, on importe les produits de la mer qu'on mange. C'est un peu le constat qui a fait que moi, vous me dites un truc comme ça. Vous pensez que je vais réagir comment? C'est quoi le bordel là? C'est quoi? Bon, allez, pourquoi? Pourquoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que moi, aussi, qui est une habitante côtière, je n'ai pas accès à la ressource marine. Alors, commencer à collectif, on discute, on s'est associé aussi avec des économistes, des gens pour réfléchir un peu le commerce autrement, import, export, bon, l'analyse de toute la machine, une machine très colonialiste, je vous dirais, des ports qui sont vraiment basés sur des politiques très extractivistes et puis les communautés en profitent même pas. Tu sais, c'est vraiment, ça se fait un peu. Alors, bon, c'est de discuter, c'est de parler, rapprochement avec les pêcheurs. Bon, là, les gars, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je veux du crabe. Ouais, OK, combien? C'est pas beaucoup. Bon, mais quand même, dans le fond du pêcheur, il reste que c'est quand même le pêcheur qui pêche et puis qui a la main sur la ressource en premier. Hein. C'est bien à lui de décider à qui il va la vendre. Après, bon, ils font des accords avec les grandes usines et puis tout ça. Alors moi, j'essaie de briser tout ça. Là. Moi, je suis la petite roche dans la botte. Vous savez, quand vous marchez, puis que vous faites voyons, elle est encore là, celle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Alors bon, je me suis fait un peu copine aussi. Ben, je suis née ici, hein, alors je me suis fait un peu copine avec les pêcheurs. Puis, alors, depuis 2 ans, bon, donc l'été dernier, j'ai été vraiment loin. J'ai acheté une cargaison de flétans que j'ai moi-même été chercher aussi. Je ne vous dis pas la totalité du quota, mais alors on est à un blocus de ressources marines qui équivaut à peu près 2000 livres de flétans en tout.
Alors que ces flétans-là, en général, sont achetés par des grosses usines, des industries, et puis au fil des ans, j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. Alors, à la sortie, au quai, à la pesée, ils sont là, puis OK, bon, ils reculent les gros camions et puis tout ça. Alors, je suis arrivée avant. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été pêcher, donc j'étais sur le bateau, et puis, bon, le pêcheur m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ce flétan? J'ai dit, ben, je l'achète. Alors, quand on est arrivé au quai, ben, il y avait toutes les mouettes alors, ouais, tu me vends ton. Et puis, bon, ben, le pêcheur a dit, ben non, c'est cette dame-là, elle a tout acheté. Bon, OK. Alors, bon, après, pour moi, il était hors de question que ce flétan parte ailleurs. J'ai dit là, c'est la dernière pêche au mois de septembre. C'est des poissons majestueux. Ils peuvent faire jusqu'à 200 livres, là, 150 kilos ou plus. Des poissons immenses, chair blanche. C'est vraiment une des grandes richesses du Saint-Laurent. Alors, Blocus, j'ai amené ça ici au restaurant. On a fait une énorme table à l'extérieur et j'ai fait un événement. J'ai dit à tout le monde, les Rimouskois, j'ai bloqué tant de livres de flétan. Venez chercher, c'est votre poisson, c'est à vous. On l'a pêché ici devant. Et alors, on s'est mis à fileter des flétans. Il y en avait partout. On coupait des morceaux, les gens venaient acheter en vrac, il y en a qui achetaient entiers, on les filetait pour eux. Mais tu vois, tout ça, on ne l'a pas chargé, ça. Moi, ce que je veux, c'est que, le pêcheur ait un peu plus la livre aussi. Parce que après, quand on négocie des gros volumes, c'est pour faire baisser les prix. Bien sûr. Alors, moi, je fais un peu le lien de ce que fait l'industrie, l'usine. C'est-à-dire, c'est toujours cette étape-là qui manque aux consommateurs. Qui prend le gros truc là et me l'amène? Parce que c'est pas tout le monde qui peut fileter un flétan de 150 kilos, là, c'est pas. Mais moi, ça, je peux le faire. Mais on s'entend qu'on est loin des tâches ordinaires là, du restaurant gastronomique. Là. C'est au-delà de ce que j'aurais à faire dans une journée. Là. Surtout, je vous ai vu couper un flétan avec les deux pieds debout sur une table en train de couper un bout de flétan. Je l'ai vu, ça. Ah ben c'est ça. Quand il faut le faire, il faut le faire. Les deux pieds sur la table. La bête est plus grosse que nous. Alors, et quand même, pour finir, là, les dernières petites questions, après, je vous laisse tranquille. Quand même, dans ce qui va venir bientôt, votre actualité, il y a quand même que Colombe Saint-Pierre va se retrouver un des chefs d'une émission de télévision grand public. Alors, je me suis demandé, quand vous allez arriver là-bas, là, vous allez faire votre activiste, vous allez faire quoi? Alors, le mandat que j'ai, c'est facile pour moi, en fait. Je suis déjà très activiste dans beaucoup de sphères. Faut équilibrer un peu tout ça. Le mandat que j'ai, en fait, c'est beaucoup plus à titre de mentor pour les jeunes. Donc, je pense qu'avec ce qu'on vient de traverser, ça va être important d'essayer de pousser ces jeunes-là à justement réfléchir à comment ils peuvent arriver à être heureux dans ce métier sans non plus tomber dans les grosses pressions. Bon, en plus, là, c'est sûr que c'est des concours. Alors, il y a vraiment une partie stress qui est à gérer. Il faut vraiment avoir une grande résistance au stress pour arriver à faire quelque chose. Donc, le but, c'est vraiment de leur donner des outils aussi, pour qu'ils demeurent aussi eux-mêmes à travers leur cuisine. Vous savez, il y a beaucoup de chefs dans la dernière décennie qui ont émergé, mais en étant vraiment extrêmement influencés par d'autres grands chefs ou d'autres cuisines ou d'autres. Moi, je suis vraiment sois toi-même. Tu peux t'inspirer, mais on oublie d'être soi-même. Moi, la cuisine, sa grande qualité à ma cuisine, c'est que c'est moi. Parce que je suis autodidacte, donc aussi, j'ai toujours été en marge. Comme
je suis pas dans le truc foodies, les meilleurs restos au monde. Je suis plus dans qu'est-ce qu'on fait nous ici aujourd'hui. Bon, je suis pas non plus. Je connais quand même pour avoir eu la chance de cuisiner avec des grands chefs de d'autres pays. Je trouve cette partie d'échange vraiment intéressante. Mais c'est important de se recentrer sur ce qu'on est nous. Tu sais, si tu veux que ta cuisine elle ait un sens aussi pour toi, il faut qu'elle te ressemble. Ouais. Parce que sinon, c'est comme une copie. Et la copie est toujours plus pâle que l'original. Voilà. En tout cas, je vous vois bien en train de dire, toi, tu as intérêt à cuisiner local, tu comprends? Mais c'est déjà un peu dans l'air du temps, je vous dirais. Ce message, il circule déjà bien avec les jeunes. Je pense que ce qui circule un peu moins bien, comme je vous dis, c'est cette capacité d'authenticité par rapport à ce que eux envisagent d'être en cuisine ou ce que eux envisagent de cuisiner. Après, évidemment, il y a un gros travail éthique à faire en cuisine dans l'avenir. C'est évident que tous ces jeunes là, qui vont peut-être perdurer dans le métier vont devoir faire face là, à des constats aussi là, qui sont qui leur donnent pas trop le choix, en fait. Ouais, c'était la question que j'allais vous poser. Vous qui aimez les courageux, les valeureux, puis ceux qui sont en première ligne quand même, hein, qu'est-ce que vous diriez justement à ces jeunes filles et ces jeunes garçons là qui ont envie de devenir chef cuisinier, puis peut-être activistes vous leur diriez quoi comment vous leur diriez allez, maintenant il faut y aller. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil hein? Eh bien, je pense que tout d'abord, comme je viens de dire un peu, de respecter cette authenticité qui sommeille en eux. C'est vraiment important pour moi. J'ai jamais vraiment, comme je disais, j'ai suivi le chemin, mais j'en ai exploré d'autres aussi pour pouvoir me faire ma propre idée. Donc, je leur dirais de pas penser aussi que c'est un chemin facile. Là. Ça, c'est évident que c'est pas un chemin facile. Mais en même temps, quand c'est une passion, on n'a jamais l'impression de travailler. Parce que c'est un travail qui est tellement humain. Donc, à chaque fois qu'on est découragé, parce que ça arrive vraiment souvent qu'on fait comme, tu sais, tout le monde est en congé, nous on travaille. On est vraiment complètement en marge. Là, et puis, il y a des fois où, après, on veut des familles, mais là, c'est compliqué. Bon, alors, c'est vraiment de faire la paix avec cette vie un peu en marge, de garder toujours en tête un certain équilibre entre ce qu'on désire faire et ce qu'on peut faire, puis d'avoir le courage, puis la générosité et la patience. C'est pas un métier d'immédiat. Hein. Tu deviens pas quelqu'un en cuisine comme ça. Là. Même en allant travailler pour un grand chef. C'est le travail. Hein. Et c'est la longévité qui te donne un certain statut. Donc ça, c'est important qu'ils sachent, tu sais, que ça va vraiment être sur le temps aussi hein, qu'on va les découvrir aussi. Puis Donc, il faut laisser le temps aux gens de nous découvrir. C'est ce que moi, j'ai découvert ici. Même si je trouvais ça vraiment long, puis que je trouvais ça donc injuste de servir les meilleurs produits, puis de voir tout le monde qui se ruait dans des endroits où c'est vraiment des grandes chaînes ou des trucs, puis je comprenais pas. J'étais comme, voyons, pourquoi ils font ça, les gens, tu sais. Mais parce qu'il faut rester assez longtemps et il faut militer un tout petit peu à côté. Si on veut, justement, poser des questions. Mais ça, je l'ai fait dans mon restaurant aussi. J'ai même expliqué aux gens comment s'acheter un cochon ensemble pour pouvoir encourager le producteur
Donc, ça, j'ai fait aussi. J'ai fait beaucoup de sensibilisation avec les enfants de l'école ici. J'ai donné des cours de cuisine, qu'on faisait les brandades, mais qu'à l'origine, c'était avec la morue. Mais nous, il y a un moratoire sur la morue, il n'y en a plus assez, donc il faut choisir un autre poisson. Mais on n'abandonne pas la brandade pour autant. Mais dans le choix de la matière et puis tout ça, il faut se poser la question, est-ce que le poisson est en danger? Est-ce que c'est bien de faire ce choix-là? Donc, moi, je vous dirais, oui, le conseil, c'est assez large, dépendamment de qui ils sont aussi. Il y en a qui vont être très différents d'autres. Il y en a à qui on n'a pas à expliquer la notion d'équilibre. Il y en a à qui on n'a pas besoin d'expliquer la rigueur. Il y en a à qui on a à expliquer, relax, tu sais. T'es beaucoup trop stressé, là. Donc, c'était pour moi vraiment une façon aussi tout à fait, une suite tout à fait logique par rapport à ce qui se passe ici, parce qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, qu'ils sont vraiment très importants, là. La relève est vraiment, vraiment importante. Il faut vraiment l'accompagner. Il faut être là avec eux. Parce qu'ils ne vont pas supporter ce que nous, on a supporté, là. Puis c'est pas juste non plus. C'est pas le fun. Il y a eu un moment où, quand tu décidais de devenir cuisinier, tu n'étais vraiment pas accompagné, là. Presque personne s'occupait de toi. Tu avais à t'occuper de toi-même, puis à essayer d'arriver à tes fins avec tes propres analyses. Donc, c'est un beau mandat. J'espère, en tout cas, moi, mon but, c'est de les garder les 13 sur le marché du travail et puis confiants d'un métier difficile, mais confiants dans le choix qu'ils ont fait d'exercer ce métier-là. En tout cas, c'est vrai que la relève, c'est important, comme vous disiez. Merci encore beaucoup de l'accueil, du sourire, du rire, de la déco en live dans le restaurant. Magnifique. Merci à vous, youtubeurs, qui avez suivi cette émission. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Bientôt, l'émission sera en ligne, vous pouvez la partager. Vous pouvez retrouver un peu de l'actualité activiste sur le site Manger son Saint-Laurent, je crois que c'est ça, .com. Ouais. Je le mettrai en dessous dans les commentaires. Merci encore au chef, à Colombes, à Saint-Pierre, les deux à la fois. Un petit mot de la fin pour finir? Au phare, Alexandre. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de réfléchir à tout ça. Eh bien, écoutez, un petit mot de la fin. J'ai bien espoir de démocratiser davantage la gastronomie, de continuer de militer pour rien de moins que ce qu'on appelle l'alimentation. Tout le monde a besoin de manger tous les jours. S'il y a bien un endroit où, pour moi, ça fait du sens de militer, c'est pour que tout le monde ait à manger tous les jours. Je commence par ici, mais attention, je vais me déplacer. Justement, j'avais demandé si tu venais chez nous en France.